Hello, j'espère que vous allez bien. Voici enfin l'épisode 2 sur les pigments d'Archimie. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir trop attendu. J'ai eu beaucoup de relances. Et donc voilà, voici enfin l'épisode 2. Mais avant, on écoute la fin de ce générique que j'adore et pensez aux pigments, fermez les yeux. Alors ce silence est magique, il fait beaucoup de bien. La musique aussi, la force. Et j'ai trouvé que dans ce stomp-là, on avait la force des pigments. Et c'est ce qu'on recherche très souvent. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Alors on continue sur ce chapitre sur les pigments, fondateur. Hein. À l'origine de tout, c'est les couleurs, c'est les pigments. Et les liants et tout le reste vient après. Tous nos problèmes d'artistes viennent ensuite. Mais là, on est sur les pigments. On avance. Pouvoir d'absorption et pouvoir cicatif. Nous l'avons testé pour vous. Rien de tel que de parler à un chimiste de cicativité d'un pigment. Pour le voir esquisser un sourire amusé. Certains enseignants, certains ouvrages pédagogiques, certains peintres font effectivement, comme tout le monde, très naturellement, une confusion entre capacité d'absorption et aptitude au séchage ou à la cicativation. Et ce chimiste moqueur n'a pas tort. Hein. Un pigment est pur et solide, donc il ne peut ni sécher ni cicativer. Il peut se combiner plus ou moins rapidement avec tel ou tel liant en fonction de sa propre aptitude à entrer en solution et à absorber. C'est essentiel. Mais par la suite, c'est le liant qui sèche, aidé ou non par le pigment. Celui-ci joue un rôle de cicatif seulement s'il contient un véritable élément cicatif pour le liant utilisé, ce qui n'est pas si courant. Un pigment cicatif pour l'huile n'est pas forcément absorbant et n'accélère pas le séchage d'un autre liant. Pas du tout. La faculté d'absorption d'un pigment est une propriété différente de la cicativité. La confusion concerne principalement la peinture à l'huile, bien sûr, car les autres procédés permettent d'obtenir beaucoup plus rapidement une solidification sans qu'il soit question de cicativation. Stabilité dans les mélanges. Plomb et soufre. D'abord, il faut rappeler que le plomb est un métal lourd qui n'est pas anodin pour le vivant. En peinture et dans d'autres domaines proches, c'est l'incompatibilité entre le soufre et le plomb qui est de loin la plus notoire, particulièrement dans le procédé à l'huile, où le recours au plomb est encore pratiqué. La mise en présence de ces deux éléments provoque un noircissement très important. Alors soit on supprime les deux composants, soit on en supprime un des deux, soit on élimine l'excédent de soufre. Ainsi, si le plomb a malheureusement disparu des tubes de peinture et de pigments, sauf pour le blanc d'argent, le soufre est encore très présent. Ce dernier est avant tout un adjuvant, en fait un composant indispensable pour les cadmiums et pour les blancs naturels, mais aussi l'outremer, etc. Voilà. Alors certains fabricants de haute qualité ont distingué leurs pigments en groupes, un groupe miscible au plomb et un groupe de couleurs miscibles entre elles, mais ça complexifie l'ensemble. Voilà. Alors, ensuite, les pigments trop alcalins et les peintures grasses. Le liant d'une peinture grasse est un ester d'acide gras. C'est compliqué tout ça, mais retenez bien ça. L'emploi de pigments alcalins, comme les terres blanches, avec un liant tel qu'à l'huile, une huile à peindre, peut provoquer une saponification. Oula, cela se traduit généralement par un brunissement qui s'accentue au fil des années. C'est complexe ça. Le mélange des pigments, des liants et les réactions chimiques, principalement à l'huile. Donc il faut absorber ces informations, les digérer, les intégrer et les prendre en compte. À propos de la brillance, les pigments sont en eux-mêmes plus ou moins brillants, indépendamment de l'aspect que leur confèrent les liants et leurs médiums. Capables de modifier considérablement ces caractéristiques, bien sûr les médiums. Dans l'ensemble, les pigments organiques sont brillants et les inorganiques plutôt mat, pour simplifier, bien sûr, toujours. Certains pigments généralement synthétiques sont littéralement dédiés à la brillance. Les pigments interférentiels ou iridescents, retenez ça, et les pigments métalliques. Voilà. Après, quelques échanges à propos de la toxicité. Les pigments ne sont pas tous des produits anodins. La réglementation en matière d'obligation pour les fabricants de faire apparaître un pictogramme d'avertissement est fluctuante en France. Et les dispositions recommandées ne sont pas toujours respectées. Certaines marques nord-américaines portent le Health Label, qui ne peut être attribué que moyennant finance, ce qui n'implique a priori
ni une garantie d'impartialité, ni le contraire. Nous conseillons à nos lecteurs européens de tenir compte, ni plus ni moins, de tout avertissement dans l'attente d'une réglementation claire, durablement établie dans l'ensemble de l'Union européenne. Dans le cas des autres pays francophones et des autres pays non francophones non européens, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de nous prononcer à ce jour, mais toute information sera la bienvenue. Partie suivante, un pigment n'est pas une couleur. Et ça, c'est important, c'est essentiel. Si vous avez tenu le coup jusque-là, écoutez-moi, écoutez-nous, ça vaut le coup. Les considérations chimiques et physiques évoquées ci-dessus nous rappellent une chose essentielle. Un pigment n'est pas une couleur. C'est une matière. Sa composition est plus ou moins précisément définie. Très souvent, en réfléchissant une lumière, elle en absorbe une partie qui devient ce que nous nommons sa couleur. Fait tout aussi déterminant, celle-ci est altérée à la fois par le type de source de lumière et par l'environnement, les liants, les adjuvants, les supports et bien sûr l'éclairage et l'atmosphère. Et ne parlons même pas de l'œil de l'observateur qui est l'autre moitié du phénomène. Alors on en vient donc naturellement à se demander ce qu'est une couleur. Une lumière qui nous parvient est caractérisée par ce que les physiciens nomment un spectre. Un spectre, c'est, parmi l'ensemble des rayons lumineux de toutes les longueurs d'onde possibles, ceux qui nous parviennent réellement à nos yeux, répartis en raies, c'est-à-dire en fréquences. Le bleu occupe telle fréquence, le jaune telle autre, etc. Certaines raies peuvent être émises, d'autres figurent l'absorption et la lumière émise. Chaque raie est représentative de la présence et de l'état d'un élément ou d'un élément d'atome dans le champ visé. Donc tout ça, c'est très chimique, mécanique, physique. Pour un corps donné, certains rayonnements peuvent soit ne pas avoir été émis, soit ne pas avoir été réfléchis, soit avoir été absorbés. Vous vous rendez compte ? De plus, il faut tenir compte de l'intensité du rayonnement pour chaque longueur d'onde. C'est ceci pour chaque phénomène. L'approche purement physique est donc plutôt centrée sur le rayonnement et elle décrit essentiellement les couleurs en termes de raies d'émission, de raies d'absorption et d'intensité du rayonnement pour chaque raie. Point de vue qui ne peut être ignoré car il décrit une réalité concrète, c'est sûr. Cependant, dans le contexte des arts plastiques, comme dans la vie courante, la couleur prend davantage de sens de phénomènes cognitifs. Sur la base des impulsions électriques provoquées par une bouffée de photons percutant la rétine, bah oui, c'est comme ça, en final, la réalité c'est ça. Nos neurones peuvent interpréter le monde. Je devine qu'entre le pigment et moi, il y a un air brumeux. Je devine l'heure qu'il est et la saison en fonction des couleurs que j'observe. Mais je devine aussi les émotions d'un être vivant, la passion d'un peintre, etc. La couleur est certainement, à notre sens humain, un phénomène principalement imaginaire. De cette dimension imaginaire sont nés toutes sortes de tabous, des peurs bleues, des connotations de préférence imbriquées dans des dimensions culturelles, ancrées notamment dans la langue. Il en va de même pour les pigments. Ce point de vue, le statut des pigments, est souvent associé directement à celui des couleurs. Mais des exceptions ont existé. Par exemple, le pourpre succéda probablement au safran, pour des raisons religieuses ou politiques, associées au coût exceptionnel de ces deux substances, en plus des symboliques de leur teinte. En Inde, certains colorants précis ne devaient pas être touchés, tandis que d'autres, comme le curcuma notamment, continuent aujourd'hui à porter bonheur. Le lapis lazuli survécut à une certaine phobie occidentale du bleu, car il avait une valeur intrinsèque. Il existe certainement d'autres exemples, car l'être humain n'a jamais pu ignorer intégralement, même dans l'intégrisme, la dimension matérielle du pigment. Variabilité de la composition et de la couleur du pigment. Un pigment n'est vraiment pas une couleur. En peinture décorative, une pratique est assez courante. Mélanger les pots de peinture ou de pigments d'une même couleur pour obtenir un maximum d'homogénéité. C'est-à-dire à quel point un pigment ne correspond que de manière statistique à une couleur. Les peintres, décorateurs savent bien que de multiples facteurs intervenant sur le lieu d'extraction, d'apuration ou de synthèse peuvent donner lieu à des produits, donc à des couleurs
sensiblement différentes. Une expérience édifiante consiste à comparer 2 tubes ou 2 pots de pigments censés être de la même couleur. Oui, faites-le, vous allez voir. Vous gardez dans des marques différentes, avec les mêmes références aux pigments, et vous regardez ce que ça donne. Waouh, on en reparle. Dans une certaine mesure, les écarts ne sont pas des défauts, surtout en ce qui concerne les pigments minéraux. Les fabricants ont les limites que la nature leur impose. Les gisements sont ce qu'ils sont, et c'est aux peintres, artistes ou décorateurs qu'appartient la tâche de gérer les différences de composition, avec tout ce que cela induit en termes de couleurs, de significativité, de pouvoir absorbant, etc. Voilà, on est passé, on a fini notre première introduction sur les pigments. Ça y est, c'est fait. On se retrouve très bientôt pour la suite. On n'a pas fini, hein. Moi, j'ai des centaines et des centaines d'épisodes à vous proposer sur Archimie. À très, très bientôt. Salut!